Bonsoir à tous et merci de nous être fidèles tous les soirs, week-end compris. Voici les grands titres que nous développerons dans cette édition. Nous ferons le point sur le classement du Rallye Monte-Carlo après la deuxième journée de spécial et avant l'arrivée qui sera jugée dimanche à la mi-journée à Monaco. Au chapitre sportif encore, la victoire de la Roca Team à Istanbul face à l'Anadolu Efes en Euroleague et cette compétition en principauté, le tir du roi qui a réuni les membres de la carabine de Monaco pour s'affronter avec différentes armes. Au lendemain du traditionnel embrasement de la barque et alors que les festivités de la Sainte-Dévote se sont poursuivies et achevées aujourd'hui, nous serons avec l'un des invités d'honneur de ces célébrations, le cardinal François-Xavier Bustillo. Il évoquera le message qu'il est venu délivrer aux Monégasques. Notre deuxième invitée sera Axelle Amalberti. Elle veille sur la protection des droits des artistes musicaux puisqu'elle est à la tête de la filiale de la SACEM à Monaco. Elle nous expliquera comment sont menées les différentes missions de cette entité. Et puis, en pleine période du Festival du Cirque, nous avons assisté à la vente aux enchères d'une partie de la collection de Patrick Hourdequin, une collection qu'il avait constituée tout au long de sa vie autour de sa grande passion pour le cirque. Les concurrents du Rallye Monte-Carlo étaient aujourd'hui du côté de Gap pour la plus longue journée de spécial de l'épreuve. Qui a sorti son épingle du jeu, Frédéric Hélion? Changement de leader, Patricia, dès la première spéciale de la journée. Le S9, 18 km 800 entre Esparon et Oz. Thierry Neuville frappe fort. Le Belge devance Elfyn Evans de 9 secondes et demie et colle même 1 seconde au kilomètre à Ogier. Le Gapençais perd 19 secondes avant de se reprendre dans la foulée. Meilleur chrono des ES10, 12 et 13. Le Français est plus que jamais dans le match pour la victoire et l'on semble se diriger, Patricia, vers un duel entre Ogier et Thierry Neuville. En plus du scratch dans le S9, le Belge est le plus rapide dans le S11 et le S14. Au classement, Neuville boucle la journée avec 3 secondes 3 d'avance sur Ogier. Le grand perdant de la journée, Patricia, est l'autre pilote Toyota, Elfyn Evans. Le Gallois, leader hier soir, n'a jamais été dans le rythme aujourd'hui. Il perd notamment 17 secondes dans la 12e spéciale et ne signe aucun scratch de toute la journée. Il pointe ce soir à 35 secondes du leader. A noter le bon rallye d'Adrien Fourmeau, actuellement 5e sur sa Ford Puma. Et l'on évoquera bien sûr demain sur Monaco Info avec nos experts du rallye à 19 h et dans le journal de 18 h 30, l'épilogue de cette édition 2024 du Rallye Monte-Carlo. Du basket et la belle victoire hier soir de la Roca Team à Istanbul face à l'Anadolu Efes de 2 petits points, mais 2 points importants, 80 à 78. C'est la première victoire à l'extérieur des basketteurs monégasques en 2024 et cela confirme la victoire à domicile lors de la dernière journée face au Real Madrid. Ils remontent à la 6e place du classement d'Euroleague. Aujourd'hui se tenait à Monaco le tir du roi. Il s'agit d'une journée portes ouvertes organisée par la carabine de Monaco et où se sont retrouvées près de 150 personnes pour tester différentes armes. Justin Adel et Arnaud Humbert étaient sur place. Calme, précision et adrénaline, le but est de viser juste. Toute la journée, les locaux de la carabine de Monaco étaient ouverts au public. Découverte pour certains, plaisir régulier pour d'autres. Le tir est un sport peu commun et pourtant, de nombreux curieux se présentent à l'accueil. Nous avons 7 ateliers. Nous avons des ateliers d'armes de poing, de carabine, d'arc et de poing, avec diverses disciplines. L'IPSC, nous avons même l'airsoft pour les enfants, et les parents en font aussi. Les gens commencent par ça pour ensuite, si ça leur plaît, passer à des armes de plus gros calibre. Des armes de gros calibre, oui, vous avez bien entendu. Denis est moniteur, mais aussi champion du monde de laser run, une sous-discipline du pentathlon. Comme ses confrères, il est chargé de vérifier si les participants peuvent passer au niveau supérieur. Mais avant tout, quelques règles sont à suivre. Au niveau de notre arme, nous avons ce fil de sécurité qui nous permet de voir qu'on n'a rien d'engagé. Au niveau de notre manipulation, donc ça va être la tenue de la prise en main qui va être très importante. De plus, donc une fois que notre arme est armée, ça sera vraiment d'essayer d'avoir une action du doigt et bien sûr d'appuyer doucement sur la détente. Et bien sûr, aussi la règle très importante, c'est que notre arme restera toujours en direction des cibles. Ça nous permet comme ça d'éviter tout problème. Les moniteurs sont bien sûr très vigilants là-dessus.
Une vigilance amplifiée lors de ces événements car certains n'ont jamais tiré, même au plomb. Entre les ateliers, les participants sont satisfaits. C'est quelque chose qui nous interrogeait depuis longtemps. Et finalement, aujourd'hui, on a eu l'occasion de découvrir, de faire découvrir également aux garçons ce que c'est que le tir et de savoir ce que c'est d'avoir une arme en main. En famille ou non, l'événement a séduit. La carabine de Monaco a su tirer dans le mille, car oui, une journée comme celle-ci lui permet forcément de recruter de nouveaux adhérents. La principauté a célébré pendant 2 jours sa sainte patronne, des festivités auxquelles sont très attachés les Monégasques. Après le point d'orgue de la Sainte Dévote vendredi soir et le traditionnel embrasement de la barque, samedi, une messe a été célébrée en la cathédrale par l'un des invités d'honneur, le cardinal et évêque d'Ajaccio. Il est notre invité. Bonsoir, Monseigneur Bustillo. Bonsoir. Vous avez été l'un des invités d'honneur des célébrations de la Sainte Dévote. Vous avez pu goûter hier soir à cette ferveur populaire. C'est un moment particulièrement émouvant. Hein. C'était un moment émouvant. On a senti la chaleur populaire, l'attachement aux traditions. Moi, je pense que nous vivons dans une époque où il y a beaucoup d'éphémères et on a besoin de s'enraciner dans des traditions qui sont belles, qui rassemblent la population autour de leur prince et une population qui a envie de vivre quelque chose de différent, quelque chose de beau, heureux, chaleureux. Je pense que ces moments nous font du bien à la société. Alors il est vrai qu'à Monaco, le catholicisme est la religion d'État. Et hier, vous avez pu constater la vigueur de cette religion. Il y avait beaucoup de jeunes et plus généralement des gens de tous âges. C'est ça qui est merveilleux. On voit les enfants, on voit les jeunes, on voit les familles. On voit aussi beaucoup de touristes. Et je crois que pour les touristes aussi, il est intéressant de voir qu'il y a des traditions, qu'il y a des personnes qui croient. Ça réveille peut-être le neurone spirituel de certaines personnes qui se posent des questions sur Dieu, sur la vie. Et les Monégasques peuvent témoigner de cette tradition, peuvent témoigner de cette vision de la foi. Vous avez également célébré ce matin la messe de la Sainte Dévote en la cathédrale. Quel est le sens du message que vous avez souhaité délivrer aux Monégasques ? Je me suis dit qu'il était important aussi de célébrer la mémoire d'une martyre du IVe siècle et comme une femme du passé parle aux personnes d'aujourd'hui. Comment une martyre, donc quelqu'un qui a donné la vie, donc il y a quelque chose de radical, elle parle à des personnes qui aujourd'hui, au XXIe siècle, se posent des questions, veulent vivre quelque chose de fort, de merveilleux. Et je pense que Sainte Dévote, avec son style, on ne connaît pas très bien son CV, mais on sait qu'elle a donné la vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent prendre la vie. Une personne qui donne la vie, ça parle, c'est un geste puissant. Oui, justement, vous parlez de Sainte Dévote, vous êtes évêque d'Ajaccio. Il y a eu de tout temps des liens privilégiés entre l'île de Beauté et Monaco, mais c'est vrai que Sainte Dévote, c'est un trait d'union qui renforce encore plus ces liens ténus. Un petit trait d'union important, parce qu'il y a la mémoire, il y a l'histoire, il y a la spiritualité, il y a les liens. J'ai dit aussi tout à l'heure, et je le crois profondément, il y a tellement de confusion, des tensions, des crispations, des divisions dans la société qu'on a besoin de retrouver des points de liens, même si fragiles, historiques et du passé, pour créer des liens entre les peuples. Je trouve merveilleux que le peuple des Corses et le peuple monégasque se retrouvent autour d'une sainte commune. Monseigneur Bustillo, parlons de vous. Vous avez été créé, c'est le terme, cardinal en septembre dernier. Vous avez confié que ça a été bien sûr un grand honneur auquel vous ne vous attendiez pas. Écoutez, c'est une surprise pour moi, je pense que pour tout le monde. Mais cela fait partie de la créativité et de la liberté du pape François. Vous le savez, dans la tradition de l'Église, pour être cardinal, c'est le pape qui nomme et crée qui il veut, quand il veut, comme il veut. C'est lié à sa liberté et à sa volonté. C'est une surprise. Comme je le dis souvent, il faut l'accepter avec beaucoup de confiance et beaucoup d'espérance. Je ferai de mon mieux dans ma nouvelle responsabilité pour le bien de l'Église et pour le bien de la société. On le disait au début de cet entretien, Monaco fait un peu figure d'exception car on l'évoquait, la religion catholique y est religion d'État. Mais aujourd'hui, on le sait, le catholicisme doit faire face à une crise de la foi, un déclin des croyances, des pratiques. Quels sont, selon vous, les grands défis qui attendent la religion catholique dans les années qui viennent ? Écoutez, l'Église est toujours en crise, vous savez. Depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui, l'Église catholique est toujours en crise. Et la crise nous stimule face à certaines personnes qui ne pratiquaient pas, qui sont loin, qui se posent des questions, qui ont un rejet ou de l'hostilité. Cela nous renvoie comme à nos racines et à chercher l'authenticité.
Moi, je pense que l'Église catholique va parler si elle est authentique. Elle va être un témoignage pour la société si elle est authentique et si elle cherche la vérité. Alors souvent, de l'Église, on voit ce qui ne va pas. On voit les pages sombres et on ne voit pas les pages lumineuses qui ont marqué le passé. Moi, je crois qu'au cœur du message de l'Église doit être l'amour et pas la peur. L'amour, ce n'est pas un amour juste sentimental et poétique et romantique, mais c'est un amour puissant qui aide à croire, à avancer et à aller de l'avant. Merci Monseigneur Bustillo d'avoir répondu à notre invitation à l'occasion de votre venue à Monaco pour assister aux célébrations de la Sainte Dévote. Merci à vous. Parmi les autres titres de l'actualité, la 56e réunion de l'accord Ramoge, elle s'est tenue au ministère d'État le 19 janvier. Les délégations françaises, italiennes et monégasques ont pu faire le point sur l'état d'avancement des activités du programme de travail biennal 2023-2024 avec la mise en œuvre de projets dédiés à la lutte contre la pollution marine ou l'exercice anti-pollution Ramoge-Pol qui a eu lieu à Hyères dans le Var. Pour l'année à venir, plusieurs initiatives marqueront l'agenda de l'accord, avec notamment de nouvelles opérations de lutte contre la pollution marine en Italie et en France, mais aussi le lancement d'un programme de sensibilisation à la protection des habitats profonds explorés durant les campagnes océanographiques Ramoge. Protéger la création, c'est la grande mission de la SACEM, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. À Monaco existait jusqu'à présent une délégation de cette entité. Cette semaine, elle est devenue officiellement une filiale de la SACEM. À sa tête, Axel Amalberti. Bonsoir. Bonsoir Patricia. La délégation SACEM Monaco devient une filiale de la SACEM. Que signifie ce changement de statut ? Alors avant toute chose, il s'agit d'une mise en conformité avec la loi, car il y a une loi de 2019 qui imposait donc la mise aux normes, on va dire en quelque sorte, donc de créer une société monégasque. Ça représente également donc une certaine autonomie pour la SACEM Monaco, car avant nous étions, donc ça fait 40 ans que la SACEM est présente en principauté, donc elle continue à l'être. Mais au lieu d'être une délégation, comme c'était le cas précédemment, qui était nommée agent général, à présent, nous sommes en quelque sorte indépendants, comme l'est le Luxembourg, ou également la Polynésie ou le Liban, et nous avons notre propre SACEM en principauté. Donc voilà, ça c'est pour le cadre, mais il faut rappeler quelles sont les missions de la SACEM plus généralement pour comprendre ce dont on parle. En effet, Patricia, merci de le souligner. La SACEM donc continue également au travers de la SACEM Monaco à protéger ses auteurs, compositeurs et éditeurs de musique en intervenant sur le territoire, mais également dans le cadre donc des émissions télé et radio. Et alors, qui sont soumis à ces droits à Monaco ? Tout le monde, à partir du moment où il est fait un usage autre que privé de la musique, tout le monde est soumis à la déclaration et à la demande d'autorisation d'utiliser les œuvres SACEM. Donc ça peut être pour l'occasion d'événements publics où il faut donc bien sûr demander l'autorisation d'utiliser les œuvres du répertoire que nous protégeons. Ce sont les artistes qui, de leur côté, doivent engager des démarches pour être répertoriés auprès de la SACEM ? Alors, les artistes, eux, peuvent nous faire remonter les programmes, mais souvent ils ont un programme type donc, qui est déposé donc, directement à la SACEM, mais normalement ce sont les organisateurs de l'événement ou ceux qui sont en contrat à l'année qui sont censés donc, nous faire les déclarations en amont, avant la manifestation. Mais les artistes que vous protégez, vous les avez d'ores et déjà identifiés ou c'est par le biais de ces déclarations effectivement que vous les identifiez ? Alors en effet, donc nous avons différents types de contrats, donc les contrats annuels qui eux ne font pas l'objet d'une déclaration de programme parce que ça serait trop compliqué pour de la simple musique de sonorisation sans rentrer dans les détails. Donc la somme qui est collectée va dans une sorte de boîte et ensuite elle est redistribuée à des fins d'aide culturelle ou si nous avons un programme qui nous est remonté pour ce genre de contrat, on va dire pour un contrat dans un
hôtel parce qu'il y a eu une prestation en live, à ce moment-là, on rétrocède donc les droits collectés. Sinon, pour chaque manifestation occasionnelle, surtout lorsqu'il s'agit de la musique vivante, parce que la SACEM essaye de promouvoir au maximum les auteurs-compositeurs, mais également les artistes qui se produisent en live, là, il est plus que justifié de nous faire remonter le programme pour qu'on puisse répartir au plus juste aux auteurs pour lesquels les œuvres ont été utilisées. Et est-ce qu'on en a une idée du nombre d'artistes répertoriés ou en tout cas qui peuvent bénéficier de ces droits ? En principauté, nous avons 104 auteurs, compositeurs, éditeurs de musique, donc résidents en principauté. Sinon, en France, ils sont 280 000. Et ensuite, nous représentons 55 pays également avec lesquels nous avons des partenariats. Donc là, on peut chiffrer en plusieurs centaines de milliers. On a parlé d'hôtels, on a parlé de choses très concrètes, mais est-ce que les nouveaux moyens de communication, dont les réseaux sociaux, sont des menaces encore plus importantes pour les artistes et la défense de leurs droits ? Alors tout à fait, c'est pour ça que la SACEM est garante de ses droits pour protéger les auteurs qui sont déjà inscrits chez nous, mais également les nouveaux, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. C'est vrai que souvent on a l'occasion de voir des auteurs-compositeurs qui viennent un petit peu affolés au dernier moment parce qu'ils ont mis des œuvres sur les réseaux sociaux et ensuite malheureusement il retrouve ses œuvres un petit peu transformées sur des plateformes. Donc on encourage vraiment les sociétaires futurs et les actuels à vraiment déposer leurs œuvres. Avant on conseillait aux auteurs-compositeurs qui souhaitaient déposer leurs œuvres de se les envoyer par la poste et de ne pas ouvrir donc l'enveloppe, ne pas décacheter ou sinon d'aller voir un huissier. À présent, la SACEM propose ce dépôt en ligne qui peut être une œuvre provisoire qui n'est pas terminée ou une œuvre qui est complètement complétée, le temps que la personne fasse son choix de s'inscrire ou pas. C'est une sorte de coffre-fort qui est gratuit et qui est accessible à tous. Donc vraiment, je vous invite à aller sur le site de la SACEM France, sacem.fr, ou d'aller sur notre nouveau site de la SACEM Monaco qui fera donc le lien avec la sacem.fr pour trouver toutes ces informations de protection et qui n'engagent vraiment pas à l'adhésion sur le moment. Donc ça, c'est la mission principale, le plus fort de votre activité. Mais il n'y a pas que la collecte des droits, je crois. Il y a plus largement une volonté de protection sociale. Vous pouvez soutenir aussi des projets. La création de SACEM Monaco nous permettra d'autant plus de pouvoir soutenir des projets en local. Donc ça peut être donc des projets d'art contemporain, de jazz, des projets comme nous soutenons par exemple le cirque. Donc ça peut vraiment être varié. Et ensuite, oui, comme vous le disiez, la SACEM, ce n'est pas seulement la protection des droits, mais également toute une protection sociale. Donc, c'est-à-dire que l'auteur-compositeur inscrit peut avoir le droit d'être couvert par la sécurité sociale, d'avoir une mutuelle, d'avoir également donc une retraite. Je vous invite à aller vraiment sur le site de la SACEM pour trouver ces informations. Et l'on sait combien la question des droits pour des artistes aux carrières souvent précaires est importante. Merci Axel Amalberti d'avoir été notre invité, alors que la délégation SACEM Monaco est devenue officiellement cette semaine filiale de la SACEM. Merci Patricia. Le cirque était pour Patrick Hourdequin une véritable passion. Son intérêt pour cet univers l'a amené avec sa femme à acquérir une importante collection d'art. Une partie de ses souvenirs a été mise en vente jeudi en pleine semaine du Festival international du cirque et cela a attiré de nombreux férus de cirque. Voyez ce reportage réalisé par Sarah Monnier et Alexa Vial. 1 300 € sur Valentin Internet, c'est lui à 1 300 €. Alors adjugé 1 300 €. Cette collection, c'est l'histoire d'une vie, celle de Patrick Hourdequin. Est décédé il y a 8 ans, ce passionné du monde du cirque a, avec sa femme Crinou, rassemblé tout au long de leur vie des affiches, des sculptures, des tableaux et des objets divers. Une véritable histoire d'amour entre eux tout d'abord, puis pour le cirque, et qu'ils ont su transmettre à leurs enfants. Assez bizarrement, ni papa ni maman ne venaient du tout du milieu du spectacle. Papa, tout naturellement, était indiqué pour reprendre les affaires de son papa, mais dès son plus jeune âge, a été absolument passionné par le cirque, le théâtre, la magie, toute forme de spectacle, avait créé lui-même sa propre
petite troupe théâtrale lors de ses études. Et c'était toujours juré que, une fois ses études terminées, il quitterait tout pour le cirque, ce qu'il a fait. Et comme dernier hommage, une partie de la collection a été exposée au public avant de partir aux enchères. Sous les yeux de passionnés venus nombreux, les 240 objets ont été vendus sous le regard attentif de Sophie Hourdequin. C'est assez douloureux, assez pénible. Malheureusement, nous n'avons pas d'autre choix, mon frère Alexandre et moi-même, parce que Monaco, les logements ne nous permettent malheureusement pas de tout conserver. Mais on sait aussi que ça attire énormément de vrais passionnés et qu'on espère que chaque objet, chaque tableau trouvera sa place dans des familles ou des amis du cirque à travers le monde. Une collection qui a su trouver des acquéreurs à la fois dans la salle, mais aussi en ligne. Le record revient à une huile sur toile de Georges de Sonneville, estimée au plus haut à 3 000 € et qui s'est envolée à 4 200 €. Chaque samedi, nous vous emmenons outre-Atlantique, à New York, alors que la SBM annonçait récemment l'ouverture en octobre prochain de son établissement New Moods, un cocktail bar, mais aussi un comedy club. Ces plateaux dédiés à l'humour, proches du public, ont vu le jour dans la Big Apple. Alexandra Pani nous plonge dans l'ambiance de l'une de ces soirées. Bonsoir à vous. Oui, les comedy clubs sont de réelles institutions ici à New York. Jerry Seinfeld, Bill Burr, Dave Chappelle se sont fait connaître dans ce type de comedy club. Même Gad Elmaleh, il y a quelques années, était venu s'essayer à l'exercice devant ce public américain et avait réussi à séduire. Aujourd'hui, ce sont d'autres Frenchies qui ont fait le déplacement pour se produire sur la scène du Sony Hall à Manhattan. Je vous propose d'aller à leur rencontre. All right, ladies and gentlemen, please go wild, go crazy, faites un maximum de bruit pour le premier. S'il vous plaît, let's go, Youssef Madiabi. Nous sommes bien à New York, en plein cœur de Times Square, et pourtant ce soir sur scène, c'est un plateau essentiellement francophone que le public est venu applaudir. C'est la première fois où en venant chercher une touche Frenchy, t'entends, je cherche de l'exotisme. Le Frenchy Comedy Club est donc de retour dans la Grosse Pomme pour 2 représentations. Ils sont 7 humoristes à avoir fait le déplacement, tous des visages connus de la scène comique actuelle. Les Belges Serena Yari et Alex Vizorek, les Canadiens Virginie Fortin et Mike Ward, et bien sûr les Frenchies Redouane BH, Youssoupha Diaby et ses près de 5 millions de followers sur TikTok, et la pétillante Samia Oroseman. Je suis déjà venue visiter 2 fois, c'est la première fois que j'y joue et je suis très très contente d'être là et j'ai hâte de voir quel public vient nous découvrir. Mais malgré tout, c'est toujours un bain d'énergie positive. En fait, quand on sent le public vibrer et passer un bon moment, bah forcément ça nous régénère et quand on sort de là, on plane. En tout cas, je parle pour moi, c'est comme ça que je le vis. Avant de monter sur scène, on a toujours le trac, on a toujours mal à l'estomac, on n'est pas bien, on se pose 1 milliard de questions, comme lors d'un premier rendez-vous. Et puis, dès les premiers rires, on sent que le public est séduit. Et là, bah, ça va mieux et puis ça file et on n'a plus qu'à savourer l'instant et à vivre le moment. Voilà. Un public qui vient pour la variété de la programmation puisque c'est là l'un des atouts des comédie clubs, proposer une sélection éclectique avec des profils d'humour très variés. Le show dure un peu plus de 2 heures. Le rythme est donné par le maître de cérémonie qui était ce soir-là Paul Taylor, le plus parisien des Britanniques. À la différence d'un one-man show habituel, dans un comedy club, chacun des stand-uppers a un temps limité pour convaincre sur scène. Ici, 15 minutes seulement pour faire rire aux éclats le public. Je pense que pour les francophones qui vivent ici, c'est chouette d'en avoir un peu pour tous les goûts. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, donc j'attends encore un peu de voir. Je crois que je vais choisir un peu à la dernière minute ce que je vais jouer ce soir. Parce qu'effectivement, j'ai pas envie de faire des trucs où il y a des rêves, où il faut vivre en Europe ou vivre en France pour les comprendre. Déjà, moi-même, je suis pas française, donc je suis belge, donc je vais un peu voir. On verra. On est tous un peu en train de parler du feeling. Et je pense que c'est ce qui va être vraiment le mot d'ordre de cette soirée. Ça va être le feeling. On a une palette de sketchs. Des fois, tu as des sketchs qui sont plus internationaux que d'autres. Tu as des sketchs qui correspondent vraiment plus à la situation. Là, on est dans un pays anglophone, anglo-saxon. On est aux États-Unis, on est à New York. Il faut essayer de faire un truc en grand. Donc, mais je pense que l'idéal, ce serait de les surprendre et de correspondre à ce qu'ils attendent.
Décontraction et plaisir étaient les maîtres mots de cette soirée. Le Frenchy Comedy Club a su conquérir le public new-yorkais. Des spectateurs exigeants, car c'est bien ici que sont nés les comedy clubs dans les années 70. The Improv et Catch a Rising Star étaient les deux premiers clubs à proposer aux jeunes comiques de s'exercer et essayer leurs nouveaux sketchs. Aujourd'hui, New York compte une trentaine de comedy clubs, dont le célèbre Comedy Cellar dans le West Village. Ce journal ne serait pas tout à fait complet sans les prévisions météo. Après un samedi bien ensoleillé, à quoi peut-on s'attendre dimanche, Justin Hadel ? Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. De la douceur, c'est ce qui vous attend ce dimanche 28 janvier. Le temps sera agréable en principauté avec du soleil et un ciel bien dégagé. Des conditions optimales pour l'arrivée du rallye de Monte-Carlo. Niveau température, 9 à 14 degrés avec un ressenti pouvant descendre jusqu'à 6 degrés. Ce sera bien évidemment à l'aube et de son côté, le thermomètre de l'eau ne bougera pas et restera fixé à 14 degrés. Demain, le soleil se lèvera à 7h49 et se couchera à 17h36. Aussi, nous fêterons Saint Thomas d'Aquin. Et pour refermer ce journal, les plus beaux clichés de Manuel Vitali et Stéphane Dana lors des célébrations de la Sainte Dévote. Je vous dis à demain, 18h30, et je vous souhaite une belle et douce soirée.